Lumière. 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 S'il existe un domaine scientifique où les chercheurs et les chercheuses sont loin d'être seuls dans leur laboratoire, entourés de toutes sortes de microscopes et d'échantillons, c'est bien l'archéologie ou l'art de remettre en lumière les traces de nos ancêtres lointains. Et oui, quelque part, sous le soleil de Croatie, au beau milieu de paysages à couper le souffle, de nombreux archéologues, historiens de l'art, experts en littérature et j'en passe, travaillent ensemble sur un projet nommé Mona Coral. Qu'est-ce qui peut bien intéresser tous ces scientifiques ? Pour le savoir, je suis accompagné de deux archéologues, Sébastien Bully, chargé de recherche CNRS au laboratoire dijonnais Artéis, archéologie, terre, histoire et société, et responsable du programme Mona Coral. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et Morana Kozevic-Bully, maître de conférences en archéologie et histoire de l'art de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge à l'Université de Franche-Comté, membre du laboratoire Chrono-Environnement. Bonjour Morana. Bonjour à vous. Vous êtes donc tous les deux, en ce moment, impliqués dans le projet Mona Coral qui vise à étudier les monastères et les complexes ecclésiaux d'Istrie et de Dalmatie, en Croatie donc, et datant d'entre le 4e et le 12e siècle. C'est bien ça ? C'est bien ça. Donc le programme qui est un acronyme en latin, il s'appelle le Monasteriorum Corpus Adriatocorum et Locorum Ecclesiasticorum, c'est-à-dire donc histoire et archéologie des monastères, des sites ecclésiaux d'Istrie et de Dalmatie entre le 12e et le 14e siècle. Donc c'est un programme qui a débuté en 2021, qui s'achèvera en janvier 2025. Et donc un programme quadriennal qui est financé par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR. Alors ce projet, on l'a dit, il a débuté en 2021, il est donc financé par l'ANR, l'Agence nationale de recherche, jusqu'en 2025. Comment un tel projet débute-t-il et pourquoi en Croatie ? Alors ce projet, c'était la volonté d'amplifier une recherche qui est menée déjà depuis plusieurs années, en associant des chercheurs, d'autres chercheurs français, puisque le programme est mené par 4 institutions, établissements, à la fois l'École française de Rome, les UMR du CNRS Artéis, Chrono-Environnement, et l'UMR ISOMA de l'Université de Lyon. Et puis c'est un programme qui cherche à associer des collègues croates, italiens, et d'autres disciplines, pas seulement archéologiques, mais également d'autres disciplines historiques, notamment la recherche historique, la recherche des sources écrites. Pour vous répondre à votre deuxième question, pourquoi le choix de la Croatie ? Ce programme s'inscrit dans la continuité en fait de programmes que nous menons dans cet espace-là depuis plusieurs années. En commençant par ma thèse, mais surtout depuis 2006, nous menons des programmes qui se déroulent dans le cadre des missions archéologiques portées par l'École française de Rome, du ministère des Affaires étrangères, mais qui sont également soutenus par le ministère de la Culture croate. Et là, dans le cadre de ces programmes, nous nous sommes tout d'abord intéressés à un archipel particulier qui se situe dans le nord-est de la côte croate, donc l'Adriatique oriental, et l'archipel qui se nomme Kvarner et qui est formé d'un assez grand nombre d'îles, enfin quelques grandes îles, mais qui sont accompagnées de toute une série de petites îles et îlots, et qui sont tout aussi riches comme les grandes. C'est ce contexte géographique très singulier, qui est principalement, bien sûr, maritime, insulaire, ça va de soi. Les îles sont particulièrement intéressantes pour les chercheurs à cause de leur nature déjà d'un côté isolé, où chacune va représenter vraiment un monde à part. On va juste prendre comme exemple, durant l'Antiquité tardive, voire le Haut Moyen-Âge, ces îles possédaient des diocèses, donc un diocèse par île, avec un évêché particulier dans son chef-lieu antique, d'origine antique. Mais ces îles, donc, outre être isolées des mondes à part, sont en même temps connectées, non seulement entre elles, mais sont aussi connectées à un monde plus vaste, surtout donc maritime, par les voies maritimes, avec à la fois l'Italie, mais aussi la Grèce, où comme je le dis à l'instant, les voies maritimes jouent un rôle vraiment très important. Donc tout ce que je viens de dire place ces îles au cœur, de véritable cœur des enjeux et politiques et dans des réseaux de diffusion de grands courants culturels artistiques.
Mais aussi, elles ont l'intérêt pour nous parce qu'ils conservent un grand nombre d'églises et de complexes paléochrétiens sur lesquels nous travaillons et qui sont dans un état de conservation assez exceptionnel pour certains. Et notamment ces complexes ecclésiaux, certains sont bien évidemment des monastères et nous travaillons sur la question est-ce que certains de ces complexes sont effectivement des monastères, sont très intéressants à étudier parce qu'ils témoignent justement de cette histoire complexe, de cet espace qui est situé entre les différentes sphères politiques, culturelles, à la fois entre Rome, Byzance, ou encore les Carolingiens et les Croates qui s'installent au cours du Haut Moyen-Âge. Jusqu'à présent, pourquoi nous sommes beaucoup investis dans cet espace, jusqu'à présent, les recherches menées dans cette zone se sont beaucoup intéressées à l'architecture même des églises, à la sculpture aussi, leur côté artistique surtout. Sculpture très riche d'ailleurs pour l'Antiquité tardive et pour le Haut Moyen-Âge, surtout pour le Haut Moyen-Âge. Mais ils se sont assez peu, voire pas du tout, intéressés au contexte plus large de fondation de ces églises et de ces monastères pour certains présumés. Donc les contextes, commençons par les contextes naturels, géographiques surtout, mais aussi topographiques, historiques, et archéologique, bien évidemment. Alors souvent, quand on parle d'archéologie, on imagine des découvertes de monastères en parfait état, plein de trésors tel Indiana Jones. Je crois que des trésors, vous en découvrez des tonnes, vous en avez cité quelques-uns, des sculptures, mais c'est souvent plus difficile que d'ouvrir une simple porte. Pouvez-vous nous dire à quoi ressemblent vos sites de fouilles? Combien de temps ça peut prendre avant de découvrir quoi que ce soit? Sébastien Bully? Alors, tout dépend de la définition que l'on donne à ce terme de trésor. Alors, effectivement, on va dire pour le grand public, alors par exemple, dans une tombe que l'on a fouillée au monastère Saint-Pierre d'Ossor, sur l'île de Slès, on a trouvé 4 monnaies en or byzantine, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel. Dans une autre tombe dans ce même monastère, on a trouvé une bague également en or qui était montée par un grenat, pour un abbé. Et sur un autre site... Comme par exemple à Myrine Fulfinum, sur l'île de Kerk, nous avons découvert un autre type d'objet, c'est un peigne liturgique en ivoire, avec des scènes bibliques du miracle du Christ représentées sur les deux côtés, et une découverte vraiment exceptionnelle, puisqu'il s'agit d'un objet finalement assez rare, puisqu'il n'y en a que 5 au monde découverts de ce type-là. Pour une datation si basse, nous sommes autour de l'an 400, comme la datation C14 faite sur l'os prouve, ainsi que, bien sûr, une analyse stylistique des scènes représentées. Et pour autant, et je rebondis sur ce que dit Morna, on le répétera jamais assez, le travail des archéologues. Aujourd'hui, ça se limite pas à la seule recherche des beaux objets, et loin s'en faut, même si, bien évidemment, chaque fois que l'on trouve un bel objet, toute équipe de fouilles est généralement très content. Aussi, donc, au-delà de la valeur intrinsèque de ces objets, notamment la valeur artistique, c'est ce qu'ils nous apprennent qui est véritablement le plus important. Donc, par exemple, que l'on est en présence d'une tombe d'abbé, au monastère Saint-Pierre, sur la circulation monétaire dans l'Adriatique au Moyen-Âge, ou encore sur le statut élitaire de ce complexe dans lequel on a trouvé le peigne. Donc, c'est la mise en contexte de ces objets qui est véritablement très très important pour nous. Et puis, comment se présentent ces fouilles, ces chantiers archéologiques, pour répondre à votre première question? Alors, c'est très varié, mais dans l'espace qui nous intéresse, cet espace insulaire, la plupart de ces sites sont abandonnés. Ils sont très majoritairement au bord de la mer, protégés par des baies, souvent isolés, très isolés. Un certain nombre d'entre eux, on y accède uniquement en bateau. Et puis, souvent au milieu d'un couvert forestier tout à fait important. Donc, il demande un gros débroussaillage. Alors, c'est pas la jungle d'Indiana Jones, mais ça se rapproche quand même. Alors justement, à ce jour, que nous apprennent vos recherches en Croatie? Alors, c'est une question qui est difficile, parce que le sujet est vraiment vaste. Dans les grandes lignes, on arrive aujourd'hui à mieux comprendre l'origine et le développement de ce qu'on appelle ces sites ecclésiaux et de monastères, qui pour certains succèdent à des villas romaines, qui pour d'autres étaient en lien avec des fortifications proto-byzantines des 6e, 7e siècles, et d'autres sites encore que l'on comprend aujourd'hui beaucoup mieux dans leur relation avec les voies maritimes. Puis plus largement, on arrive maintenant à mieux dater certains monuments, et à partir de là à réfléchir à la fois sur les conditions de la christianisation des villes,
et de la côte adriatique, notamment dans les campagnes, comme sur la diffusion et l'acceptation de modèles architecturaux et artistiques en provenance notamment de la côte italienne de l'Adriatique. Oui, encore à une plus grande échelle encore, cela nous permet de mieux appréhender l'évolution même du territoire, de son positionnement entre les différentes sphères politiques que nous venons d'évoquer juste à l'instant, et qui sont justement souvent véhiculées, transmises par l'Église et les communautés monastiques qu'on étudie. C'est sûr que les vestiges que l'on fouille, que l'on étudie, sont en définitive un témoignage matériel, architectural de la religion chrétienne qui s'impose justement à partir du IVe siècle, alors en Croatie comme ailleurs. Hein. Et ce phénomène social qui est la christianisation de la société antique est un des principaux marqueurs de cette nouvelle civilisation qui succède à l'Antiquité en Europe et autour du bassin méditerranéen, c'est-à-dire le Moyen-Âge. Donc nos travaux participent à la connaissance de cette mise en place, du développement de cette nouvelle civilisation médiévale. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sébastien Bully et de Morana Kozevic-Bully, respectivement archéologues au laboratoire dijonnais et byzantin Artéis et Chrono Environnement. Je le disais en introduction, en archéologie, tous les domaines scientifiques se croisent, archéologues bien sûr, historiens de l'art, experts en littérature, etc. Comment travaillez-vous avec tous ces scientifiques issus de disciplines différentes ? Comment partagez-vous vos résultats ? Alors, là encore, comme au début de cette discussion, c'est une question qui a multiples réponses. Je vais essayer d'être assez brève. Donc, tout d'abord, quand on travaille avec une équipe, une grande équipe qui est interdisciplinaire, chacun doit travailler de son côté. Ça, c'est vraiment un premier postulat. On est cloisonné au départ, chacun dans sa discipline. C'est un passage forcément, obligé dans cette phase, dans une première phase du programme, de collecte et de la compréhension de la donnée. Puis, nous nous réunissons, c'est une équipe qui s'entend bien, en plus il faut bien s'entendre, et nous nous réunissons assez régulièrement pour justement discuter des avancées des uns des autres, essayer de les confronter. Parfois on se retrouve en chair et en os, parfois bien sûr via des écrans. On organise des journées d'études, des réunions, mais bien sûr aussi des colloques, des ateliers, etc. Mais au final, pour que la confrontation des données puisse être réelle et exhaustive, on utilise des outils numériques fournis, bien sûr, par la recherche publique française, notamment Humanum, ce qu'on appelle Humanum. Et justement, dans le cadre de ce programme, nous travaillons tous ensemble sur la création d'une base de données SIGE, qui va nous permettre de confronter toutes les données, de les interroger, mais aussi de ensuite les ouvrir au grand public, bien sûr, sur le principe qui est cher au CNRS, ce sont les sciences ouvertes. Alors, s'il y a bien une autre image que l'on se fait d'un archéologue, c'est celle du scientifique qui brosse le sol et les pierres à l'aide de tout petits outils. Des outils, justement, vous en avez évoqué un avec la base de données. Est-ce que les archéologues utilisent toujours ces brosses ou alors est-ce que vous avez recours à d'autres technologies, base de données et certainement autre chose ? Alors oui, les outils de base d'une fouille archéologique sont toujours les mêmes. Donc les brosses, mais pas seulement. On utilise des pelleteuses. On commence toujours avec une pelleteuse, parfois avec une tronçonneuse, pioche, pelle, truelle, etc. Mais en quelques années, il faut quand même bien le noter, on a connu une véritable petite révolution, notamment numérique, en ce qui concerne les techniques et les méthodes d'acquisition, notamment par l'usage de la photogrammétrie pour les relevés, qu'ils soient en plan ou en élévation, pour la modélisation en 3D des vestiges, et le tout depuis quelques années seulement, grâce à des drones qui sont de plus en plus faciles d'utilisation et surtout de plus en plus abordables au niveau prix. Et puis en prospection, qui est une autre phase préalable à la fouille, en prospection, aujourd'hui on utilise la méthode du lidar aéroporté. Alors chacun connaît ça maintenant, c'est un rayon laser qui permet de déceler des anomalies topographiques sous un couvert forestier, comme des murs, des talus, des dépressions. Et puis on utilise également des prospections géophysiques. On met en œuvre également des prospections géophysiques par la méthode du radar sol, qui donne ce qu'on appelle des cartes de réflectivité,
à différentes profondeurs dans le sol. C'est une imagerie qui vient de l'imagerie médicale, hein. Et c'est comme ça, par exemple, que l'on a découvert un cloître au monastère Saint-Pierre d'Ossor, grâce au géoradar. Et en ce qui concerne les datations, si je peux enchaîner, nous, au-delà du C14, bien sûr, qui est régulièrement utilisé, tout le monde connaît désormais, on développe dans le cadre de ce programme, en collaboration avec une collègue, Petra Urbanova, du laboratoire Archéosciences du CNRS qui est situé à Bordeaux, une approche à nos monuments par une méthode de datation assez novatrice, qui est une méthode de luminescence optiquement stimulée sur les grains de quartz individualisés dans le mortier. Et cela ça nous a déjà permis de dater un certain nombre de nos sites et pour lesquels on n'a pas d'autres moyens de datation. Alors, le projet Monachoral s'achèvera en 2025. Les recherches sur ces sites vont-elles tout de même continuer, ou peut-être que vous avez d'autres projets en tête ? On espère que les recherches archéologiques se poursuivront après l'achèvement de ce programme. Donc c'est un programme sur 4 ans. 4 ans, à la fois c'est long et à la fois c'est très court. Donc ça permet de répondre à un certain nombre de questions, mais surtout ça ouvre d'autres questions, ça ouvre d'autres perspectives. Dans le cadre d'une zone atelier du programme Monachoral, on a engagé une fouille programmée sur un complexe ecclésial qui s'appelle le site de Martinčica, qui associe à la fois une église paléochrétienne patrimoniale, privée, à proximité d'une villa, et on sait que cette église a été reconvertie en partie en un petit monastère byzantin, vraisemblablement, donc de rite grec, à partir de la fin du 8e, 9e siècle. La question qui se pose, c'est de savoir si la villa, qui est juste à côté, est également transformée en monastère durant le Moyen-Âge, ou si elle est abandonnée. Donc là, on va engager des premiers sondages dans les 2 années qui viennent, et en fonction des résultats, à plus long terme, c'est-à-dire dans les 8-10 ans qui viennent, on pourra poursuivre la fouille de cette villa si effectivement c'est un monastère. Ça, c'est par exemple une des perspectives. Morana ? Dans le cadre de ce programme, nous menons un très grand nombre de prospections aussi, prospections inventaires de nouveaux sites. Et nous avons en effet découvert ou redécouvert, réétudié de nouveaux sites extrêmement prometteurs. On peut donner un exemple, sur l'île de Kirk, toujours dans l'archipel du Kvarner, on a un site qui s'appelle Bossar Corinthia, si vous voulez, et qui est d'une complexité inouïe, avec une fortification byzantine, avec une très grande agglomération au pied de la fortification, une très grande église paléochrétienne de presque 40 mètres de long, un quartier élitaire ou peut-être monastique, on ne sait pas. Donc, ce genre de site, bien sûr, titille notre curiosité, et on considère aujourd'hui, même avant d'entamer les fouilles, qu'il s'agit là bien d'un site exceptionnel pour la Croatie et même pour le monde adriatique. Un grand merci Sébastien et Morana pour vos explications. Le métier d'archéologue est passionnant et nous allons suivre de très près les actualités de vos recherches en Croatie, mais aussi donc de vos futurs projets. Merci à vous.